Bonjour et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs animaliers. Aujourd'hui je suis avec Sophie Lamidé. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors en ce moment Sophie, on est en plein tournage d'une prochaine formation de facilitateur de la relation par l'approche éducative et pédagogique auprès de différents publics touristiques, familiaux et puis scolaires. Et puis dans cette semaine où tu es chez moi, j'ai eu envie de t'inviter pour visiter la grotte de Lascaux. Ouais. La reconstitution de la grotte de Lascaux, puisque la vraie grotte est fermée au public depuis plusieurs décennies. Et il se trouve que moi j'avais déjà visité cette grotte il y a moins d'un mois. J'ai fait un podcast et une vidéo là-dessus que vous pouvez retrouver, donc avec mon ressenti à chaud et ce que j'en ai pensé. Et évidemment je m'attendais à ce que tu vives exactement la même chose que ce que j'avais vécu, un certain nombre d'émotions, etc. Et puis je me suis rendu compte en fait que alors on a pris exactement le même ticket, on est allé visiter le même endroit. Et personnellement j'ai vécu complètement autre chose que la première fois. Toi tu as eu un ressenti complètement différent aussi. Déjà, est-ce qu'on peut contextualiser un petit peu, tu peux nous dire en quelques mots ce que tu as pu voir, ce qui s'est passé pendant cette visite de la grotte de Lascaux? Moi j'ai découvert un lieu que je ne connaissais pas. C'est vrai que l'histoire c'est quelque chose que je sais que ça fait partie de notre patrimoine, mais je ne suis pas passionnée d'histoire par exemple. Donc j'y suis allée, j'ai accepté ton invitation sans attente particulière. J'étais vraiment dans la découverte. Et pour moi cette visite a été vraiment quelque chose d'important que je n'oublierai pas, parce que j'ai adoré ce que j'ai découvert, et j'ai trouvé que le guide qui nous accompagnait était passionné et passionnant, et je suis rentrée dans son histoire. Il m'a fait rentrer dans l'histoire avec un grand H aussi, et j'ai vraiment apprécié cette découvute. Même dans la préhistoire même. Dans la préhistoire d'ailleurs, oui. Alors grotte de Lascaux, pour situer un petit peu, donc on est en Dordogne dans la vallée de l'Homme, sur une zone qui est très particulière parce qu'il y a beaucoup de grottes ornées. Celle-ci a 21 000 ans je crois, et elle est réputée pour être probablement supposément la plus belle du monde. Elle est reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un des joyaux de la Dordogne, et puis elle voyage à travers le monde puisqu'il y a des expositions un peu partout dans le monde. Donc c'est vrai qu'il y a un enjeu particulier quand on est arrivé dans cette... Alors on a pris une visite qui s'appelle la visite Prestige, pour situer un peu les choses. Je pense qu'on ne peut pas avoir exactement la même émotion si on suit la visite classique qui est qui est beaucoup moins chère, mais où on prend moins de temps, où on est un peu plus pressé. Donc là on était avec un guide qui avait... c'était royal, on était 4. On a eu la chance que cette visite, prestige ou pas, il n'y avait que 4 participants, dont nous 2. Donc on avait quasiment la grotte pour nous. Et je pense que ça fait partie aussi des avantages de cette visite. Alors, pourquoi est-ce que je voulais qu'on fasse cette vidéo? Parce que finalement, on n'est pas là que pour raconter notre vie. Faire du tourisme. On a fait un peu de voyage, c'était sympathique, et on vous raconte. Pourquoi je voulais qu'on fasse cette vidéo? C'est parce que nous, on est en plein dans la création de notre parcours de facilitateur de la relation par l'approche éducative et pédagogique. Et puis les sujets de pédagogie, de visite, d'expérience, c'est des choses qui nous passionnent et qu'on transmet sur cette chaîne. Et là, j'ai quand même eu 2 expériences de découverte de la grotte de Lascaux complètement différentes. Il faut se replonger un tout petit peu dans la première du coup. La première, je suis tombé sur un guide, alors certainement très très connaisseur, mais qui lui a choisi une approche de découverte basée sur les émotions, basée sur l'introspection, et probablement basée sur une grande part d'inconnu. Donc chacun devait se représenter, avoir sa propre imagination. Il faut comprendre qu'il y a la grotte de Lascaux, on ne sait pas expliquer la grande majorité des peintures. Il y a beaucoup de symboles, beaucoup de choses, on n'a pas de clé de lecture de cette grotte, donc ça reste un mystère. Et moi j'ai été très 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 sensible à cette approche-là, au point d'avoir un coup de foudre sur un lieu en particulier qui était, qui j'ai l'impression a changé quasiment une partie de ma vie, ou a changé la vision que je me faisais du monde, etc. Et là, dans la deuxième visite, on était avec un guide peut-être beaucoup plus
en avant, beaucoup plus passionné, et qui avait envie de nous donner des milliers d'informations, beaucoup de choses. Du coup, on s'est beaucoup nourri de ça. Toi, tu m'as dit que tu avais adoré parce que tu avais appris énormément de choses, que tu avais senti cette énergie du guide, sa passion, etc. Mais finalement, deux énergies différentes. C'est ça. Une qui est très très basée, en tout cas qui va faire émerger les émotions, qui va être très intra-personnelle, et puis une autre qui va avoir une démarche beaucoup plus de connaissance, c'est-à-dire qu'on a eu le privilège d'avoir une personne qui connaissait quasiment toute la grotte et qui était capable de nous en parler dans ses moindres détails. Et puis ça parle et ça parle pas à certaines personnes. Alors j'ai noté pas mal de petites choses que je voulais qu'on aborde, et pour que les gens comprennent un peu pourquoi on fait ce sujet-là et comment est-ce qu'on peut mettre ça en évidence par rapport à des métiers de guide, de facilitateur, d'animateur, et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon pour son propre métier. Évoluer professionnellement et aussi se positionner. Ouais. Bon, la première question qu'on s'est posée, c'est finalement, est-ce que ces deux personnalités complètement différentes, ça vient de quelque chose d'inné, quelque chose d'acquis, de construit? Qu'est-ce que toi t'en penses? Je pense que la personnalité, elle est d'abord innée. On est qui on est. Et, maintenant, nos rencontres, nos formations, nos expériences de vie vont aussi forger cette personnalité au fur et à mesure du temps. Donc il y a une part d'inné, quelqu'un qui est passionné d'art, ou enfin, par exemple moi le guide qui nous a accompagnés, on voyait bien que c'était quelqu'un qui était passionné, qui connaissait son métier. C'est un scientifique quelque part, cette démarche-là, elle est en lui. Et puis après, il y a l'acquis, c'est au fur et à mesure du temps. Est-ce que lui a été formé pour accompagner un groupe, par exemple? Est-ce qu'il a été formé à différentes approches? Au fur et à mesure du temps, on va forger aussi sa personnalité par rapport à ça. Complètement, mais je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'effectivement, il y a une grande part d'inné, mais l'acquis peut complètement changer ce que ça renvoie. Ça ne change pas forcément qui on est, mais ça peut, l'acquis en bien ou en pas bien, peut changer ce que ça peut transmettre aux autres. Donc l'exemple typique, c'est quelqu'un d'introverti qui va se mettre au théâtre et qui va devenir une star internationale de théâtre, alors que visuellement on se dit être comédien, faire du théâtre, c'est pas forcément quelque chose fait pour les introvertis. Eh bien si, parce qu'on est introverti dans la vie de tous les jours, ça ne nous empêche pas d'enfiler un costume, ça ne nous empêche pas de nous dire à ce moment-là, je me mets dans la peau de quelque chose d'autre qui me plaît énormément, mais c'est pas forcément totalement moi, c'est peut-être moi plus autre chose. C'est ça. Et on va se construire comme ça. On rentre dans la peau, si on parle du facilitateur, quand on va faire de la facilitation, on y va avec notre personnalité, mais on va se mettre aussi dans le costume de facilitateur. Donc c'est cette part d'inné et d'acquis finalement. Et le costume de facilitateur, la bonne nouvelle, c'est que du coup c'est pas magique, ça s'apprend. Parce que si on dit que c'est inné, ça veut dire que c'est fatal. Vous êtes né bon ou vous êtes né mauvais en animation. Pas du tout. En fait, avec le travail, avec des méthodes, on peut améliorer un certain nombre de choses, sa posture, son costume, etc. Donc ça nous emmène au deuxième point, c'est quelles sont les quelques petites méthodes ou les petites astuces qu'on a, et on va illustrer avec cette visite à Lascaux, qui peuvent nous aider à devenir un petit peu meilleurs facilitateurs. Donc dans les méthodes, on a déjà le travail sur le débit de la parole. Oui, en fonction du flux de parole, la tonalité, mais aussi la façon dont on va énoncer ce qu'on présente, eh bien, on va plus ou moins captiver les personnes qu'on accompagne. Donc il suffit de chuchoter, de parler fort, d'utiliser les bons mots, etc. pour captiver ou pas les personnes. Et surtout, en fonction des personnes aussi, il va falloir aussi adapter. On peut utiliser une façon de s'exprimer avec tel public et basculer complètement dans autre chose avec un autre public, petite enfance par exemple. Oui, complètement. Avec des enfants, on va devoir réduire le débit de parole parce que le débit, c'est simplement le nombre de mots par minute. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes avec des personnes qui sont dans la découverte des mots, il faut qu'il y ait moins de mots dans un temps donné. Donc, on va ralentir le rythme, quitte à en dire moins,
mais à ce que le moins qu'on va donner, il soit mieux. Et choisir les bons mots pour que ce soit Complètement. accessible aux capacités de compréhension de chacun. Voilà, parfois le débit est aussi synonyme de stress, ou d'anxiété, ou d'une certaine pression. Oui. Être guide, c'est pas donner le maximum possible d'informations, c'est donner la bonne information au bon moment à la bonne personne, et suffisamment et juste ce qu'il faut. Parce que si vous parlez très très vite, là si je vous fais un discours et je commence à parler très très vite et que je vous raconte n'importe quoi, etc., vous voyez que je suis en train de chercher des mots et que je raconte des choses qui n'ont aucun intérêt. Alors que si je prends le temps, en laissant des petites pauses, en laissant le temps aux gens de chercher les mots avec moi, peut-être, ça peut être un jeu aussi, hein. Parfois on utilise un silence pour faire croire qu'on cherche un mot et en fait on laisse juste le temps aux autres gens de le trouver aussi. Et puis ils ont la satisfaction de se dire qu'ils l'ont trouvé avant nous et du coup nous on est contents, on a fait notre travail. Mais ça c'est quelque chose de très important. Et donc là les deux guides avaient un débit de parole complètement différent, puisque le deuxième, celui que toi tu as vu, donc on va l'appeler Monsieur 2, lui avait un débit très 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 élevé. J'entendais parfois même dans sa respiration qu'il avait des petits moments de suffocation. Ça, je le vois régulièrement chez plusieurs personnes. On parle, et puis on va avoir des temps de respiration. Donc ça, clairement, c'est le symptôme que vous devez ralentir un tout petit peu, supprimer quelques éléments dans votre discours. Inversement, le premier, certains pourraient avoir détesté, hein, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient détester ça, mais il y avait beaucoup de silence. Des silences qui étaient des invitations à réfléchir, à se poser des questions, à contempler aussi, parce que vous ne pouvez pas utiliser tous vos sens en même temps. Donc si vous êtes totalement dans l'écoute de la personne, vous ne voyez pas ce qui se passe au-dessus, quoi. C'est ce qui nous arrivait à un moment. Si tu te souviens, tellement passionné dans son histoire, tellement à fond dans son sujet. On était au début, donc dans la grotte de Lascaux, vous avez le diverticule axial, c'est ce que d'autres appellent la chapelle Sixtine de la préhistoire. Donc il y a un plafond orné qui est magnifique avec vraiment des animaux qui sont énormes et qui sont très très beaux. On était au début de ça, on aurait voulu en tant que touriste classique lever un peu les yeux au ciel, avoir le temps de les regarder, et finalement tellement passionné, tellement dans son truc, qui nous a emmenés à l'autre bout. On a traversé. Sans nous laisser le temps de découvrir ce lieu merveilleux. Ouais, parce que c'était dans son fil conducteur, c'était dans son histoire, il avait l'idée à ce moment-là, il fallait qu'il nous la raconte, il fallait qu'il nous la donne, et donc il nous a fait traverser. Et il a fallu presque lui demander à la fin de dire est-ce qu'on peut revenir à cet endroit-là, parce que c'est un peu comme si je sais pas moi, vous allez au Vatican et vous voyez pas la chapelle Sixtine ou vous voyez pas passe à la côté fresque quand même, au-dessus, voilà. parce qu'il y a quelqu'un qui voulait vous raconter une anecdote à l'autre bout, parce que le débit de parole, etc. Ça fait la question de la place qu'on laisse à l'autre aussi. T'as remarqué ça peut-être? Oui, bien sûr, parce que moi je fais référence à la formation de facilitateur qu'on propose, hein, où on va laisser l'autre être acteur de ses découvertes. Les silences permettent ça, le débit de parole va le permettre ou pas, si on va laisser les autres se questionner eux-mêmes, ou si on balance tout un contenu, hein. C'est un peu aussi la différence entre pédagogie alternative et pédagogie traditionnelle. Dans les pédagogies traditionnelles, il y a le guide qui va déverser son savoir auprès des personnes qui l'accompagnent, sans laisser la place à l'autre d'être acteur de ses découvertes, et puis la pédagogie alternative qui va placer l'apprenant au centre de ses apprentissages. Eh bien, c'est vrai que le silence, la mise en scène, tout ça permet à l'autre, permet à nous, visiteurs, de découvrir par nous-mêmes. Donc c'est vrai que notre guide n'est pas là non plus pour tout nous dire. Exactement. Il peut nous faire dire, il peut nous laisser la possibilité de découvrir par nous-mêmes. Bien sûr que son cadre est préparé, bien sûr qu'il sait qu'en faisant telle chose, on va découvrir ça. Mais ça vient de nous. Et c'est comme ça que nous, on va retenir finalement ce qu'on a vu de cette visite. Tu as parlé de quelque chose qui m'intéresse beaucoup, moi qui adore le théâtre et la comédie, c'est la mise en scène. Alors, j'ai pas mis un chapeau pour la mise en scène, mais parce qu'on a beaucoup de soleil et que ça nous évitera de cramer. Mais
bah, tu l'as remarqué quand même, notre guide Monsieur 2, et il nous faisait penser à quelqu'un quand même. Indiana Jones. Ouais. Donc on a eu la visite privée d'Indiana Jones avec le chapeau, le même pantalon, la même veste. D'ailleurs il nous a demandé une pause parce qu'il voulait prendre le temps de remettre sa veste d'Indiana Jones. Enfin c'était vraiment tout un personnage. Mais sans tomber dans la caricature. On n'était pas dans une caricature du tout. Pas du tout, c'était lui quoi. Ouais. Ça a ajouté quelque chose à l'histoire. En plus il avait sa lampe torche parce qu'on a visité la grotte avec une lampe torche pour pouvoir découvrir les fresques les unes après les autres. Ah bah clairement ça fait partie du personnage, c'est-à-dire que ça lui allait à lui, ça aurait peut-être pas été à quelqu'un d'autre. Mais lui, alors si je me mets juste dans sa position à lui, c'est peut-être un rêve de gosse et peut-être qu'il a aussi besoin de ça pour être le facilitateur à ce moment-là, pour incarner, pour se dire là je suis plus, je sais plus comment il s'appelait, Monsieur X, je suis le guide préhistorique qui va accompagner des gens dans une grotte mystérieuse. Et donc il s'est mis dans les habits d'un aventurier. Complètement. Et pour des facilitateurs qui manquent un peu de confiance en eux, parfois le fait justement d'endosser ce costume mais physique, je pense en ferme pédagogique, simplement le matin quand vous allez démarrer vos visites, si vous vous dites ok je vais mettre mes bottes, mon jean et mon chapeau de paille, d'un seul coup on bascule dans qui je suis professionnellement avec ce costume de professionnel et ce qu'on peut être dans la vie. On arrive à en faire abstraction parce que là, non, on est dans notre costume de professionnel et on emmène nos visiteurs parce que, et vraiment sans être dans... il faut pas être dans une caricature et j'insiste vraiment là-dessus, mais n'empêche qu'on peut emmener nos visiteurs dans notre monde en endossant ce costume. Donc notre Indiana Jones, là, il nous a bien emmenés avec lui. Il ne faut pas le faire parce qu'il faut le faire. Oui. Il faut le faire parce que ça vous donne quelque chose. Alors c'est le principe de l'uniforme finalement. On a tous un métier et en fait l'uniforme nous permet aussi de nous donner cette carrure de professionnel. Si je suis un policier en civil, je me sens moins policier que si je suis un policier en tenue. Et en plus, ça fait encore écho, désolé, au théâtre ou à la comédie. Il y a beaucoup de comédiens qui ont leur petit gris-gris avec eux sur scène parce que c'est rassurant. Donc si vous avez votre bracelet fétiche, votre petite bague que vous pouvez tourner autour du doigt ou le chapeau, alors il est taché de partout, mais bon, vous l'aviez eu à tel endroit et ça évoque quelque chose. En fait, vous emmenez une partie de vous avec vous ou une partie de quelque chose qui est important pour vous. Donc ça c'est quand même hyper important. Dans la mise en scène, on a aussi pas que soi et son habit, on n'a pas que son costume, on a la façon dont on décide de faire découvrir quelque chose à quelqu'un. Est-ce que tu te souviens de la façon dont on a découvert les premières fresques ? Oui, avec cette fameuse lampe, passer de l'ombre à la lumière, et nous faire découvrir un peu les fresques telles que les enfants qui les ont découvertes l'ont fait également. D'abord en regardant le sol et elles ne sont pas apparues directement comme ça, c'est en levant les yeux et d'un seul coup, waouh quoi. Et c'était un peu comme ça, avec cette lumière qui Tu as vécu ça, toi, tu as réussi à vivre? Oui, parce que moi, alors c'est vrai qu'on en a parlé après, toi tu peux comparer les deux. Moi j'ai vécu ça et c'est vrai que d'abord on a regardé ce fameux trou par où sont descendus les enfants, puis ensuite, donc c'est vrai qu'il y a eu quand même cet effet un petit peu progressif et de nous plonger dans l'histoire telle qu'elle a été vécue et telle qu'elle a été par ces jeunes qui ont découvert la grotte de Lascaux. Alors en anglais on appelle ça un pattern interrupt, une rupture de paradigme on va dire. Et c'est l'idée de dire, et ça vous pouvez l'utiliser dans toutes vos séances de facilitation, quel que soit votre métier, c'est de faire diversion sur quelque chose. Donc là on a eu, les deux guides l'ont bien fait avec une petite nuance pour chacun, c'est de dire en fait les gens ils sont venus pour voir la grotte avec ses beaux dessins, avec toutes les peintures. Et on nous a fait rentrer dans la grotte en nous faisant regarder le trou de l'entrée de la grotte. Et on est resté 3 à 4 minutes à parler de ça. Et puis petit à petit, en fait, le guide a réussi à nous faire un tout petit peu reculer. Et pendant 4 minutes, on ne s'est pas rendu compte de où on était. Et à un moment,
il nous explique la façon dont ont été découvertes les fresques. Et en fait, il suffit de lever la tête et d'un coup, on se rend compte qu'on est complètement encerclé par des animaux depuis le début. Et donc ça crée une rupture, ça crée ce sursaut d'émotion que vous pouvez avoir. Et je suis content que tu l'aies eu quand même, parce que c'est vrai que je l'ai ressenti un peu moins dans cette deuxième fois. Et que la première, on a eu cet effet, donc il nous a montré avec sa lampe l'intégralité de la grotte tout d'un coup. C'est-à-dire qu'on passe du zéro au tout d'un coup, et ça vous crée un sentiment d'immensité. Je me demande quand même si moi je me suis pas fait avoir par l'effet aller-retour dont je parle dans d'autres formations. C'est-à-dire que je l'avais déjà vécu, donc je savais qu'on allait m'arnaquer et que j'allais voir la chose après. Et donc je pense que c'est aussi normal que je ne l'ai pas vécu aussi intensément que la première fois. Tu l'as vécu différemment. On ne peut pas chialer à chaque fois. Hein. Mais toi tu l'as vécu, donc ça veut dire que ça marche. Donc ça c'est important, et je pense qu'on peut le faire de plein de manières différentes. Bien sûr, comment on va amener son sujet, comment on va aller vers la découverte et comment on va susciter la curiosité pour finalement capter l'attention des personnes qu'on accompagne. Complètement. Donc ça passe par la mise en scène, ça passe par le costume, ça passe par le débit de parole, ça passe par les silences, mais c'est à vous à créer votre cadre et cet environnement qui va donner envie à l'autre de vous suivre dans votre aventure. La notion de surprise est importante aussi, c'est-à-dire que vous pouvez très bien, vous êtes en balade en forêt, vous savez qu'à un endroit il y a une cabane de sorcière, un tipi ou un très très bel arbre. Faites en sorte que les personnes soient juste à côté de cet arbre depuis 2-3 minutes, et puis en fait juste en se retournant le découvrent, parce qu'en fait la magie elle arrive à ce moment-là, il peut se passer des choses. Bon, voilà un petit peu sur ce que j'avais envie de dire pour comparer. Évidemment, il y a une différence, peut-être, je suis même pas sûr, mais d'expertise entre les deux personnes. Toi, tu as senti que le monsieur 2 était un expert? Pour moi, je trouve que c'est le guide, monsieur 2 qu'on a eu, il était passionné et ça se ressentait. Je pense que cette personne, ça fait plusieurs années qu'il est guide, il nous l'a dit. Il était encore avec nous dans la découverte. Et quand il nous faisait découvrir des peintures, lui aussi continuait à chercher au bout de tant d'années. Donc c'est vraiment un passionné avec des connaissances, des savoirs qui étaient bien ancrés. Et donc sa passion, en tout cas moi il me l'a transmise vraiment. Et j'étais comme lui, j'avais envie d'aller chercher la gravure du cheval que personne n'avait encore vue. C'était un peu ça. Lui, il était là-dedans. Il était vraiment dans cette. Plusieurs milliers de gravures. Hein. Ouais, il y a plusieurs milliers de gravures et il était encore en train d'essayer de chercher celle que personne n'a vue. Il était encore en train d'essayer de comprendre ce qu'on ne comprendra jamais, puisque, comme tu l'as dit, on ne peut pas expliquer pourquoi et comment ont été faites ces peintures, parce qu'il n'y a pas de traces écrites de ça. C'est pas possible. Mais il nous a emmenés là-dedans. Moi, il m'a emmené dans ce côté un peu. J'étais un peu comme une archéologue et on essayait de trouver avec lui. Et sa passion, il me l'a transmise. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Et alors, sur Monsieur 1, moi, ce que j'ai adoré, c'est le fait que ce soit plutôt un conteur. Même si je suis quasiment persuadé qu'il avait un niveau de connaissance peut-être équivalent, j'en sais rien, on ne peut pas savoir. Mais on va être plutôt sur une question de choix, en fait, sur une question d'orientation. Monsieur 1 a décidé de nous emmener dans un monde imaginaire. Il nous a emmenés dans la retenue de l'information. Il nous donnait ce qu'il pouvait, ce qu'il savait, mais en nous laissant beaucoup le choix de l'interprétation, en nous donnant quelques hypothèses sur une peinture et en nous disant on ne sait pas, vous allez pouvoir le définir, vous pouvez vous faire votre propre idée, si ça se trouve vous pensez autre chose, vous voyez autre chose. Donc finalement tout ça c'est une question de choix. C'est ça, et c'est ce qu'on appelle les approches pédagogiques, l'approche sensible, l'approche scientifique, l'approche pragmatique, sensorielle. Ça c'est libre arbitre au facilitateur de choisir son approche. Plusieurs peuvent se succéder, etc. Mais ça nous emmène quelque part, quoi. Et ça doit en rassurer, j'espère, plus d'un qui se disent « Oui, mais moi je ne suis pas expert de ça et on va me demander une animation... Tiens, prenons un petit exemple, on va me demander une animation autour de la mare. J'y connais rien des animaux aquatiques, j'y connais rien de la flore aquatique. Nous, on a fait un exercice hier. Voilà.
Sophie Voilà, moi mon expertise, elle est dans le cadre des fermes, des animaux de ferme, etc. Hier, j'ai accompagné donc une sortie en tant que facilitatrice au bord de la mare. Eh ben, je me suis adaptée, j'ai finalement fait appel aux approches dans lesquelles je me sens plus à l'aise, l'approche sensible, l'approche sensorielle, pour accompagner cette sortie. Et finalement, si on part du principe que les connaissances, les découvertes émergent des apprenants, eh bien moi j'ai simplement créé un cadre pour donner envie, en l'occurrence, c'était à toi Tristan, d'aller chercher finalement le contenu qu'on n'avait pas, et un facilitateur ne sait pas tout, nos guides de l'ASCO ne connaissent pas tout sur les grottes, et ce n'est pas grave en soi, il faut simplement donner envie à l'autre d'aller chercher. Et en sortant, qu'est-ce que tu as fait? Tu as acheté un bouquin sur la grotte de Lascaux pour compléter finalement les connaissances qui n'avaient pas été transmises. Donc ce n'est pas grave que le facilitateur ne sache pas tout sur tout, et c'est normal, je crois, enfin on ne peut pas être expert en tout. En revanche, il faut être curieux, il faut quand même préparer, il faut avoir un minimum de connaissances. Par exemple, par rapport à la marière, forcément j'ai effectué des recherches, etc. Et puis après, je me suis appuyée sur les approches avec lesquelles j'étais les plus à l'aise pour accompagner. Et puis on s'adapte au public et aux visiteurs. Bien sûr. Peut-être qu'avec un autre groupe, avec d'autres personnes, peut-être que tu aurais senti qu'il y avait une envie très pressante de connaissances scientifiques, et peut-être que du coup tu aurais travaillé plus cette approche scientifique si tu avais senti qu'il y avait un besoin, alors que là hier clairement l'approche sensible et l'approche artistique c'était exactement ce qu'il fallait faire. C'est ça. Et puis aussi en tant que facilitateur, n'ayons pas peur de travailler en équipe avec des collègues. Et si on m'avait dit tu vas accompagner des étudiants BTS GPN pour une sortie au bord de la mare, et peut-être que j'aurais fait appel à un collaborateur, à un collègue, à un confrère, et en disant mais moi c'est vraiment pas un domaine où mon domaine d'expertise, est-ce que tu peux prendre le relais, par exemple. Il ne faut pas avoir peur, faut rester humble, et quand on sait, c'est bien, mais on a le droit de ne pas savoir, et de transmettre à quelqu'un d'autre l'accompagnement. Bon, finalement, si on essaie de conclure, moi j'ai l'impression que notre facilitateur, certes il a un bagage de connaissances, mais qui peut tout à fait préparer, on va dire acquérir petit à petit, et sans avoir le moindre... sans être un imposteur, quoi. Il n'y a pas de questions à se poser, mais par contre il y a des compétences qui sont importantes et qu'on vient de souligner, c'est les compétences humaines. C'est que le facilitateur, le guide, l'animateur c'est un créateur de liens, un créateur de cadre, un créateur de liens. C'est ça son expertise. Donc la principale compétence qu'il doit travailler, c'est sa capacité à être en relation aux autres. Donc on l'a dit, le débit de la parole, la place qu'on laisse à l'autre, la mise en scène, le costume, les silences. Moi je me souviens du monsieur 2 qui disait, qui meublait les trous. Alors plutôt que de laisser les silences tels qu'ils sont, il mettait des mots qui servent à rien, du type ah, où il répétait. Donc il disait par exemple, vous voyez cette peinture, ah oui, il y avait beaucoup d'onomatopées, de petites choses qui montraient un mal-être avec ce silence. Et là, du coup, on est dans la personnalité et dans ce qu'on inné là. C'est quelque chose qui nous met mal à l'aise, nous-mêmes. Donc, forcément, même dans le cas de la facilitation, il reproduisait ça parce que je pense que lui ne devait pas être à l'aise avec ça. Complètement. Je te propose qu'on termine en silence. N'oubliez pas de vous abonner quand même à la chaîne et à liker cette vidéo. Nous, on va vous laisser une petite minute avec ce petit bruit de nature. Et puis on vous dit à bientôt.